Bonjour à toutes et à tous. À circonstances un petit peu particulières, à mode de communication un petit peu inédit, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo pour essayer un petit peu de faire le bilan de ce qu'on a fait, de vers quoi on va dans notre GHT, de cette période particulière, et puis naturellement pour remercier tout le monde parce que je vais essayer de vous faire toucher du doigt de tout ce que le GHT a mis en œuvre pour prendre en charge ce fameux Covid-19 qui nous est tombé dessus en ce début d'année et qui a remis en question toute la manière de travailler dans notre GHT. Alors petit feedback, juste pour qu'on soit bien au clair, hein, fin d'année 2019, d'où son nom, le virus apparaît sur la Chine. Nous, dès le début février, dans une CME, on commençait à imaginer ce qui allait se passer dans l'hôpital. Et c'est tout début mars que l'ARS prend vraiment les choses en main et nous demande tous les jours, je dis bien tous les jours, samedi, dimanche inclus depuis, d'être présent sur une conférence téléphonique qui en général se passe à 15h30, sur lesquelles nous étions quelques gros hôpitaux d'Île-de-France présents au départ. Aujourd'hui, nous avons plusieurs numéros puisque nous avons passé les 300 connexions et vous imaginez ce que ça peut vouloir dire pour que chacun s'écoute et chacun s'entende. Donc cette organisation qui s'est mise en place au tout départ, c'est des hôpitaux de la paix, la Pitié-Salpêtrière et Bichat, qui sont nommés hôpital de première ligne pour gérer le Covid. Les autres hôpitaux devront prendre en charge l'activité conventionnelle qu'on a dans en Île-de-France. Et puis 4 hôpitaux sont nommés de deuxième ligne, 4 hôpitaux de la Grande Couronne, les sièges de SAMU, il y a Melun, le Sud Francilien, Versailles et Pontoise. Donc le GHT se retrouve très rapidement impliqué aux premières loges et dans ce GHT, c'est d'abord Pontoise qui va devoir répondre à la question de cette deuxième ligne, c'est-à-dire s'organiser pour pouvoir prendre en charge ce qu'on appelle le mur, c'est-à-dire que vont arriver des hordes de patients infectés ou suspects d'être infectés et qu'il va falloir isoler du reste du monde parce qu'on ne sait pas bien encore ce qu'on manipule, on ne sait pas bien encore ce qui se passe, on connaît très mal la maladie. Il va falloir qu'on puisse gérer des gens dont on sait déjà, de par l'expérience chinoise, qu'ils devront potentiellement aller en réanimation pour des problèmes respiratoires assez aigus et compliqués à gérer. Cette période, donc, c'est début mars, l'hôpital se met en ordre de marche. Il y a tout ce qu'on a vu, connu, c'est-à-dire la réanimation qui passe de 18 lits à presque 50 lits, c'est-à-dire la réanimation qui d'abord pousse ses murs au sein de la réanimation conventionnelle, puis qui vient prendre l'unité de soins continus, puis qui apparaît en SSPI pour avoir une réanimation non Covid. On nous demande de fermer les blocs opératoires de tous les hôpitaux pour pouvoir transformer les SSPI en réanimation. L'Île-de-France va passer d'un peu plus de 1000 lits de réanimation à aujourd'hui environ 3500 lits. C'est monumental, c'est inédit, ça ne s'est jamais fait. Certaines cliniques privées ont transformé leur bloc opératoire en réanimation, leur SSPI en réanimation. Cette organisation, c'est pour pouvoir répondre à une demande qui va exploser puisqu'on explique tout de suite aux gens, vous restez chez vous si vous avez un doute et vous appelez le 15 si vous êtes mal. Alors pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, vous appelez le 15, c'est qu'on est passé de 1500 appels jour en moyenne au SAMU 95 à un pic à 10 000 il y a environ 3 semaines. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire derrière, dont on parle souvent moins. C'est Agnès Ricaribon viré de son bureau pour mettre des lignes téléphoniques. C'est 40 lignes téléphoniques supplémentaires et informatiques qui sont branchées par la DSI. C'est des élèves infirmiers qui viennent utiliser un questionnaire pour répondre aux questions et répondre à tous ces appels pour essayer de faire un premier filtre. C'est la mise en place d'un serveur pour répondre, tapez 1 si vous êtes malade, tapez 2 si vous êtes très malade et 3 si vous êtes très très malade. Et à 10 000 appels, le serveur explose et toutes les lignes apparaissent directement sur tous les téléphones. L'enfer. Donc une fois qu'on a mis en œuvre ce premier dispositif, c'est-à-dire un SAMU capable de répondre à la question, on a armé des SMUR, que ce soit sur Beaumont, sur Pontoise, on a augmenté le nombre de camions. Et puis derrière, donc, cette fameuse réanimation. Mais il n'y a pas que la réanimation. Enfin, la réanimation, pour pouvoir toucher du doigt tout le monde ce que ça veut dire, ce sont des équipes d'anesthésie et de réanimation qui ont fusionné à tous les niveaux. Donc il y a des gens qui ne sont pas forcément dans leur domaine de compétences et qui ont accepté de venir prêter main forte et de se mettre un petit peu en porte-à-faux par rapport à leurs compétences d'origine. Ça a très très bien fonctionné. Et puis derrière, il y a toute une organisation qui se met en place pour prendre en charge les patients qui vont venir
en ambulatoire. Donc, je vais essayer de le faire un petit peu chronologique pour être explicatif. Alors, en ambulatoire, il y a plus de 1500 personnes qui sont passées par ces filières ambulatoires. Cette filière ambulatoire, elle a déménagé dans l'établissement. Et donc, les personnes qui se présentent dans cette filière sont évaluées par un médecin. Et très vite, on regarde s'ils doivent être hospitalisés ou non, s'ils sont suspects ou non de Covid, prélevés ou non. Pour la filière qui nous intéresse plus, c'est naturellement la filière qui est considérée comme à hospitaliser. Et donc, très vite, on monte une unité de tri-Covid. Le tri-Covid, c'est une unité de 18 lits, chambre seule, bien sûr, puisqu'on a un doute. Les gens sont prélevés et en moins de 24 heures, on a le résultat de ce tri-Covid. Ça veut dire que derrière, il y a un laboratoire qui a commencé à se mettre en ordre de marche pour faire passer 50 jusqu'à 100 runs par jour pour pouvoir répondre à la question. Toute personne qui intègre cette filière de tri-Covid, en moins de 24 heures, a son résultat qui arrive. Et là, la décision est prise, si elle est positive, de la passer dans une unité d'hospitalisation Covid, qui elle peut être une unité avec des chambres à 2 lits. Et c'est donc au 5e étage que ces unités vont voir le jour, avec 30 lits dédiés pour mettre ces malades dans des lits. Et surveiller, puisque vous savez qu'il y a le fameux J7, où on a l'orage inflammatoire qui peut apparaître. On surveille ces patients, il y a ceux qui vont dévisser et qui iront alimenter la réanimation et ceux qui passeront le cap et qui seront surveillés jusqu'à éventuellement pouvoir sortir. Cette unité va monter jusqu'à 60 lits, on va déménager la pneumologie parce qu'il y a un besoin énorme. La pneumologie va descendre à la place de la chirurgie du N3T2, la chirurgie thoracique et vasculaire. Donc c'est tout le monde qui a été sollicité. Alors des nouvelles aussi un petit peu des chirurgiens comme ça au hasard. Les chirurgiens, notamment je pense à des chirurgiens ORL, se sont transformés en gros bras, managers de l'AREA, puisqu'ils sont appelés régulièrement pour aider à tourner les patients. Un patient de réa, l'obésité étant l'un des gros facteurs de risque de ces réactions inflammatoires. Ce sont des patients parfois de plus de 140 kg qui sont à tourner. C'est 6 personnes qui sont nécessaires pour les tourner. Donc on a des chirurgiens qui sont venus prêter main forte. Tout le monde dans cette affaire a posé ses compétences initiales et a essayé de donner un coup de main. J'oublierai certainement beaucoup de gens à remercier, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Une fois que cette filière a été mise en œuvre, très rapidement, il a fallu quand même organiser à côté, à minima, le conventionnel. Il y a donc les blocs opératoires du BMC ont été fermés. Le BFE a maintenu la maternité et un bloc, notamment pour la cancérologie. Et puis très vite est apparu le besoin d'une filière d'aval, heureusement. Et là, c'est pour le coup Magny-en-Vexin, le GIV et plutôt le site d'Incourt, qui ont commencé à répondre à la question, puisqu'on s'est rendu compte très vite que les patients qui faisaient de la réa faisaient juste plus de 20 jours de réanimation. Il était très difficile de les réveiller avant. Et plus de 20 jours de curare, c'est des gens qui ont besoin d'une rééducation extrêmement lourde. Et donc, on a organisé sur le site d'Incourt, on a profité des compétences d'Incourt, puisqu'il faut de la neurologie, du locomoteur et de la pneumologie. Ça tombe bien, et on a fait une unité dédiée de soins de suite et réadaptation complètement particulière, entièrement dédiée au Covid, sur le site d'Incourt. Très vite aussi, ensuite, c'est Magny-en-Vexin qui a ouvert une unité dédiée plus aux soins palliatifs, parce que, on l'a souvent parlé dans les médias, pour supporter une réanimation aussi lourde, il faut avoir, comme le dit Édouard Deveau, un capital physiologique capable de supporter plus de 20 jours de curare et de réanimation. Et donc, certains patients ne pourraient pas supporter la réanimation. Donc, Magny a ouvert une unité dédiée en soins palliatifs pour les patients du Covid. Et puis, au vu de la pression qui est montée, les urgences de Beaumont qui faisaient la filière ambulatoire du côté GHCPO et qui routaient sur Pontoise dans un premier temps, ont dû eux aussi reprendre le service des EVC-EPR pour pouvoir monter une unité Covid qui aujourd'hui est à 13 lits, pour pouvoir garder les patients qui de toute façon ne seraient pas candidats à la réanimation, n'auraient pas besoin du plateau technique, mais qui soit pourraient passer le cap, soit devraient passer dans une filière palliative au cas où. Donc, merci à toutes et tous pour la mise en œuvre de cette organisation. Bien sûr, c'est les soignants, dont on parle toujours en première ligne, qui ont parfois abandonné leurs compétences d'origine pour pouvoir prêter main forte, soit dans la partie purement Covid, soit dans le reste du fonctionnement de l'hôpital qui s'est trouvé considérablement remanié.
Et puis merci à tous les gens dont on parle le moins, parce que pour que tout ça fonctionne dans le GHT, vous le savez, on en parle souvent, ça demande énormément de matériel. La consommation en blouse, en masque, en curare a explosé. C'était d'ailleurs l'un des sujets de nos conversations avec l'ARS tous les jours à 15h30. Parfois, nous sommes passés à moins de 4 jours de réserve devant nous. Et nous n'étions pas les seuls hôpitaux, vous en avez souvent entendu parler. Fort heureusement, on a toujours tenu le cap, mais je ne vous cache pas que parfois on s'est fait un petit peu peur. Bref, aujourd'hui, nous avons réussi globalement à avoir le matériel, et ça, c'est quand même une belle réussite des services techniques, logistiques, administratifs qui ont été aussi derrière, donc merci à eux également, on les oublie souvent. Dans la mise en œuvre de ces organisations un petit peu particulières, des équipes qui ont été hyper sollicitées, qui sont les équipes opérationnelles d'hygiène, le OH comme on les appelle, qui ont dû courir partout dans le GHT parce que chaque fois qu'on modifiait ou qu'on mettait en œuvre un service spécifique, chaque fois ils devaient répondre à la question des procédures à mettre en œuvre pour maintenir la sécurité pour les patients et pour les professionnels de santé qui venaient éventuellement faire des gestes auxquels ils n'étaient pas forcément habitués auparavant. Également les chambres mortuaires de notre GHT qui ont été très sollicitées, à la fois en interne bien sûr, mais également en externe. Et quand je dis très sollicitées, c'est parce qu'il a fallu qu'elles s'adaptent à des procédures un peu particulières de la gestion des corps, ce qui n'était pas sans poser certains problèmes. J'en profite aussi d'ailleurs parce que tous ces déménagements, c'est énormément de gens sollicités, c'est aussi énormément de nettoyage et désinfection, et il y a des gens dont on parle peu, on pense les ASH. Donc souvent, on mixe avec les équipes soignantes, mais là, un petit merci dédié aussi parce que les pauvres à déménager en permanence se sont hyper sollicités dans cette affaire. Je voudrais maintenant passer surtout à aujourd'hui. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Pourquoi éventuellement des écrits qu'on va faire? Parce qu'on attaque une partie un petit peu particulière, je dirais une deuxième phase de cette organisation en urgence. Suite à une espèce de plateau qu'on commence à voir arriver depuis 10 jours, on envisage une sortie de confinement. Alors là, l'enjeu pour nous est monumental, ça ne va pas être facile, ça va être plus compliqué que la mise en œuvre en urgence des organisations de notre GHT. On note effectivement depuis une dizaine de jours, dans un premier temps un plateau, et aujourd'hui on peut parler d'un plateau avec une légère pente descendante, la pression baisse, on commence à avoir un peu moins de lits de réanimation, on commence à envisager la fermeture d'une partie des unités Covid dédiées, et donc c'est toute l'organisation de l'hôpital qui va de nouveau être chamboulée pour pouvoir revenir tout doucement à un état pas normal, on en est très loin, mais un état dans lequel tout ce qui a été décalé depuis un mois, déprogrammé depuis un mois, va être obligé d'être remis à l'ordre du jour, repris dans les blocs opératoires, repris dans les différents services de médecine pour les maladies chroniques. Et donc il va falloir que nous nous organisions pour, d'ici le 11 mai, dans un premier temps, envisager ce début de redescente. Il ne s'agit pas aujourd'hui de parler d'un retour à la normale, mais de redescendre tout doucement vers des activités plus conventionnelles de l'hôpital et donc réduire tout ce qui a été dédié au Covid pour que des équipes puissent réinvestir leur domaine d'origine. Ça veut dire que la réanimation va baisser en volume, que les unités Covid vont baisser également en volume au niveau médical pour relaisser la place aux autres activités, mais nos SSR risquent d'être hyper sollicités puisque c'est le principe de la chronologie, hein, la vague va se décaler vers les SSR. Donc il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant sur cette capacité de nos lits d'aval. Et puis le 11 mai, comme on l'a vu, on devrait avoir a priori un début de sortie de confinement. Il va falloir que nous soyons prêts, nous aussi, à voir ce que cela veut dire. Est-ce qu'une deuxième vague, naturellement moins forte, mais est-ce qu'une deuxième vague va venir de nouveau s'installer en Île-de-France? Est-ce qu'on va être de nouveau sollicité un petit peu plus? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir à la normale. Il faut qu'on soit toujours prêt à assumer cette partie un peu spécifique de Covid dans les établissements du GHT. Autre spécificité de notre GHT, de par sa taille, la prise en charge des secteurs de psychiatrie, sur lesquels on essaye de réfléchir à une manière dédiée de traiter les patients, qui eux-mêmes ont parfois du mal avec le confinement.
Et les EHPAD, dont on entend beaucoup parler, mais c'est tout le secteur médico-social d'ailleurs qui est impacté dans notre GHT, dans lequel là aussi je remercie bien sûr les équipes des EHPAD qui ont complètement transformé leur manière de prendre en charge, mais également toutes les forces qui sont venues de l'extérieur, je pense à des médecins urgentistes beaucoup, qui sont venus aider à la médicalisation de nos EHPAD. Alors, pour conclure, parce que je ne voudrais pas être trop long, je ne suis pas forcément habitué à cette manière de m'adresser à vous, mais l'idée, c'était vraiment de vous remercier tous, éventuellement ceux que j'aurais oubliés, parce que de toute façon, c'est tous les agents de l'hôpital, tous les agents du GHT qui ont été sollicités, qui ont prêté main forte, certains dans leur domaine de compétences. Il ne faut pas oublier tous ceux qui ont prêté main forte dans un domaine de compétences qui n'est pas le leur, qui se sont mis un petit peu en danger, qui ont laissé un peu leurs habitudes de travail pour se frotter à quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Chapeau, parce que vraiment tout le monde a répondu présent. Et ça, c'est quelque chose que je retiendrai de ce GHT, c'est cette formidable capacité de solidarité pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose qu'on n'imaginait pas possible il y a 2 mois. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis assez fier de la manière dont je peux parler de notre GHT à l'extérieur.